K-Drive, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit sûr pour réunir toutes ces données et y accéder depuis tous ces appareils. Et puis là, on a la chance de se retrouver avec Adrien, qui est le spécialiste du produit, et puis à qui je vais passer la main pour qu'il puisse nous présenter qu'est-ce que K-Drive et quels sont ses avantages, aussi bien en tant que particulier et surtout en entreprise. Merci beaucoup Thomas. Alors du coup, au niveau du Drive, le Drive, nous, on a voulu le construire de manière à ce qu'il vous accompagne partout. C'est-à-dire qu'on a des applications Windows, Mac, Linux, on a aussi des applications mobiles avec Android et iOS, et on a surtout une Web View, donc une vue qui s'utilise via le navigateur web, qu'on peut voir ici, et qui est en fait un regard direct sur ce qui se trouve sur nos serveurs. Du coup, là, on peut voir que j'ai une arborescence de dossiers, avec chacun des thématiques un peu spécifiques. J'ai la comptabilité, les documents, après j'ai un dossier famille, photo, travail. Au niveau de la WebView, ça se divise de la manière suivante. On a l'explorateur de fichiers, à la manière de tous nos concurrents, ou même d'un explorateur Windows ou macOS. Après, on peut mettre des catégories sur les dossiers. Ça permet de donner, on va dire, un paramètre supplémentaire lors de la recherche, parce que du coup ici on a une barre de recherche ici qui nous permet de chercher dans le Drive. Alors on peut chercher des types de documents. Si admettons je cherche un document Word ou un document Excel spécifique, au lieu de trouver tous les fichiers du même nom, il va me trouver le fichier avec un nom donné et avec l'extension Excel. Après je peux aller dans les recherches avancées et là après je peux aussi chercher des catégories. Donc entre les catégories et le type de fichier, et aussi cette présentation, on se retrouve vraiment avec un outil facile pour travailler directement, pour éditer des documents. Après, pour déposer les documents et surtout les synchroniser, on a une application desktop. Ici, je suis sur Mac, mais elle se présente exactement de la même manière sur Windows et Linux. Ça se présente de la manière suivante. En haut, dans ma barre de statut, j'ai une icône donc qui va rester affichée lors de l'usage de l'ordinateur et qui va en fait être un peu mon tableau de bord. Elle va m'afficher ce qui a été synchronisé, quels documents ont été déposés, bref, elle va me montrer un peu ce qui se passe entre mon Drive et mon Mac. Et cette application, du coup, en plus de venir en haut dans la barre d'état, elle va venir se figer aussi dans le Finder de macOS. Donc ici, des deux côtés, j'ai un onglet K-Drive dédié. Donc là, ce qui se passe au niveau du Finder, du coup, ce sera vraiment le même regard que j'ai sur la WebView, mais intégré dans mon workflow. La force de cette intégration dans le Finder, c'est que si, admettons, je dois travailler sur un document avec, par exemple, Word, Excel, PowerPoint, je peux directement avoir accès à ces documents, faire un enregistré sous directement dans le dossier K-Drive, et ça partira dans le cloud. Et là, pour illustrer mon exemple, j'ai créé un fichier avec Word, donc chose importante, il n'a jamais été touché par K-Drive. On n'a jamais eu la main dessus, j'ai créé un petit fichier, voyage 2022, voilà, les endroits où j'aimerais peut-être aller. Du coup là, je vais l'ouvrir sur Microsoft Word. Donc là, on est sur du logiciel tiers. Il se présente de la manière suivante, il n'a jamais été sur le Drive, donc maintenant je vais le fermer ici, et avec un simple drag and drop, je vais le glisser au niveau de mon Drive. La petite icône commence à mouliner et on peut voir au niveau de la WebView derrière que j'ai le document qui vient d'être déposé. Et là où en fait K-Drive s'illustre par rapport, on va dire, à ses concurrents directs, c'est en fait la capacité de pouvoir travailler sur ces documents sans avoir besoin de logiciels tiers. Parce que là du coup je reviens sur la WebView du Drive, j'ai mon fichier Voyage 2022 qu'on a pu voir avant affiché sur Microsoft Word, que je vais ouvrir sur la suite OnlyOffice qui est intégrée directement à K-Drive. Et on voit du coup que je retrouve exactement le même contenu avec la même mise en page. Sans avoir besoin d'une licence, sans avoir besoin d'un logiciel supplémentaire. Tout se passe en fait dans la simplicité d'un onglet supplémentaire de ma machine. Ça veut dire que si, admettons, vous prenez un abonnement K-Drive, vous avez une solution pour stocker vos fichiers, travailler et collaborer avec vos collègues. Là où avec peut-être d'autres solutions, il faut acheter un abonnement supplémentaire, il faut avoir une machine suffisamment moderne pour installer les logiciels tiers dessus. Là, comme vous pouvez le voir, au niveau de la réactivité, je vais de nouveau ouvrir le document, mais ça se compte en quelques millisecondes. Et c'est pas ma machine qui fait le calcul, mais c'est nos serveurs derrière, de manière distante, qui s'en occupent. Mais maintenant, on va attaquer tout ce qui est de la partie du partage et de la collaboration sur les documents.
Donc ici au niveau du Drive, j'ai un dossier un peu spécial qui s'appelle Common Documents. Pourquoi est-ce que ce dossier est spécial? C'est un dossier qui va reprendre pour moi-même et les utilisateurs de la plateforme, donc des gens qui seront sur le Drive, les dossiers qui sont partagés. Au lieu de vous embêter à vous souvenir, mince, où est-ce que j'ai partagé le dernier dossier de comptabilité à mes collègues, j'ai ce dossier Common Documents où là on peut voir que dernièrement, aujourd'hui même, aux alentours de 9h, on m'a partagé un dossier qui s'appelle Succursale Genève, dans lequel il y a des documents, mais du coup c'est dans cet endroit qui s'appelle Common Documents que tout va être repris. L'avantage de passer par ce dossier spécifique, qui du coup sera affiché dans l'application desktop ici, c'est que vous pouvez partager et surtout gérer vos partages d'une manière centralisée. Ici, le dossier Succursale Genève, si tout à coup je dois retirer les accès à une personne spécifique ou au contraire les donner à quelqu'un, je peux venir au niveau des 3 petits points ici, j'ai un menu qui s'appelle Partager droit et c'est ici que je vais pouvoir décider la manière dont le Drive se comporte et surtout la manière dont le dossier est partagé. Parce que là actuellement, comme on peut le voir, j'ai une équipe de travail, donc tous les utilisateurs du K-Drive en question, qui ont accès et qui peuvent gérer le dossier. Ça veut dire que mes collègues peuvent modifier les documents, les télécharger, peut-être même les supprimer si nécessaire. Mais dans le cas d'un usage en entreprise, ou peut-être dans une association même, parfois on est peut-être un peu frileux de donner aux stagiaires les droits d'édition, les droits de suppression surtout de fichiers. Alors justement, ici, vous pouvez gérer d'une manière vraiment assez spécifique les droits que vous donnez au dossier et ça s'applique également aux fichiers. On a une première option qui est nommée Peu consulter. La personne, elle verra dans son arborescence qu'elle a un document qui est partagé, elle verra dans son Common Documents que vous avez partagé des documents, elle peut les voir, elle peut les télécharger, elle peut aussi vous laisser un commentaire pour vous laisser savoir « j'ai vu le document, merci » ou « fais attention, en page 3, corrige l'alinéa 4 ». On a une option « Peu modifier », donc comme son nom l'indique, modification de fichiers, téléchargement, ajout de commentaires, ajout et création de fichiers. Et après, on a la dernière option qui était celle qui était utilisée, c'est Peu gérer. Ça veut dire que ces gens ont un droit administrateur sur le fichier ou le dossier en question, et ça veut dire qu'en plus de pouvoir le modifier et le consulter, ils peuvent le partager encore avec d'autres personnes. Donc là, on vous laisse vraiment la main d'une manière transparente pour choisir qui a accès à quoi. Et si, admettons, vous deviez avoir une organisation avec, je ne sais pas, 5 personnes et que seules 4 personnes devaient avoir accès aux documents, vous pouvez sélectionner ces 4 personnes d'une manière spécifique et la personne qui n'y a pas accès ne le verra même pas. Je tiens à souligner ce point parce qu'on a beaucoup de concurrents où le dossier est quand même montré au niveau de l'interface et du coup ça soulève des questions parce qu'il y a toujours la question mais pourquoi moi j'ai pas accès à tel et tel dossier? Alors que nous on a fait le choix de masquer le dossier. Comme ça, voilà, la personne qui n'y a pas accès n'est pas au courant qu'il y a un dossier avec un nom spécifique. Et maintenant, on va attaquer le sujet du partage en dehors du Drive. Parce que nous, on veut que ce soit une solution que vous puissiez utiliser pour partager des fichiers ou même typiquement des images, pour partager des images en famille ou des documents avec des collègues à des gens qui ne sont peut-être pas inscrits chez Infomaniac, qui n'ont pas accès à la plateforme ou qui n'ont pas eu la bonne idée de s'inscrire chez nous. Et on passe du coup un peu plus bas au niveau du lien de partage. Et un lien de partage, c'est l'URL direct qui va permettre à l'utilisateur que vous avez invité d'accéder à la ressource que vous lui avez partagée. Actuellement, ce lien de partage, il est en mode restreint. Ça veut dire que si je copie le lien, mon navigateur va avoir dans le presse-papier un lien qu'on va afficher ici, mais que je ne vais pas encore ouvrir. Donc là, ce sera un lien où si c'est une des 3 personnes qui sont dans mon Drive, ils pourront l'ouvrir directement. Par contre, si c'est une personne externe qui n'a pas été authentifiée, qui n'a peut-être pas de compte Infomaniac, il n'aura pas accès au fichier. Et du coup, au niveau du lien de partage, il y a une seconde option qui s'appelle lien de partage public. La grande différence, c'est que du coup, si quelqu'un accède au lien en question, même sans avoir de compte Infomaniac, il peut charger la ressource. Si c'est un fichier Word, il va s'afficher comme on l'a vu un peu plus tôt dans la visionneuse Only Office, il pourra le modifier également. Et surtout, il pourra télécharger le document, ou peut-être même visionner, je prends l'exemple des photos. Là, au niveau des options, on a justement consulté. Alors là, la personne, elle va avoir accès qu'à une visionneuse, pas de modification, et après, effectivement, on a l'option modifier. Après, on peut aller encore plus loin. On a des paramètres avancés, où là, on peut vraiment aller beaucoup plus loin au niveau du partage, mais avec des options
très intéressantes. On peut protéger le lien par un mot de passe. Alors, il faut savoir que le lien qui est généré, c'est un lien, pour le deviner, c'est pas possible. Mais si, admettons, vous voulez vraiment avoir une surcouche au niveau de la sécurité, mieux vaut être trop protégé que pas assez, vous pouvez générer un mot de passe et définir ce mot de passe sur ce lien spécifique. On a aussi une option, ça c'est une option pour l'anecdote qui nous avait été demandée par un enseignant, parce qu'il y avait quelques étudiants qui lui faisaient des mauvais tours au niveau des deadlines pour les travaux, et il nous en a parlé un mardi à 9h30, et ça a été implémenté le jeudi de la même semaine. Et c'est du coup l'ajout de la date d'expiration. Typiquement, vous partagez des documents avec des collègues ou avec des élèves ou même avec votre famille et vous voulez qu'à un moment donné, le lien de partage s'arrête automatiquement. Pas besoin de retourner sur le drive pour le révoquer, vous pouvez mettre un horaire. Et on a la dernière option qui est extrêmement intéressante, c'est téléchargement depuis le lien de partage. Vous pouvez bloquer une personne de télécharger le fichier. Ça veut dire qu'admettons, vous partagez un fichier peut-être assez sensible ou peut-être des données que vous ne souhaitez pas avoir dans la nature, vous pouvez bloquer la fonction de téléchargement. Ça veut dire que la personne, quand elle va faire un clic droit enregistrer sous, l'option enregistrer sous sera grisée. Donc vous êtes vraiment maître de vos données au niveau du drive et c'est vous qui choisissez où, comment se comporte le lien de partage. Donc ça, c'est la partie partage public, partage interne. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Et il faut savoir que la WebView propose d'avoir accès à des fonctionnalités avancées, comme l'historique des versions. Admettons, je vais prendre mon fichier rapport financier annuel, qui est un fichier Excel. On n'a pas fait beaucoup de modifications dessus, mais le 25 avril à 8h56, c'est le moment où j'ai mis ce fichier au niveau du drive. Il s'avère que je vais partager ce document avec mes collègues, mais que je ne suis pas sûr de ce qu'ils vont faire dessus. Et j'aimerais quand même savoir, ou en tout cas m'assurer, que le fichier de 8h56, je pourrais toujours revenir dessus. Là, on peut voir du coup qu'il y a une version, la version actuelle de 8h56, du 25 avril, où si j'appuie là au niveau des 3 petits points, j'ai 2 options. Je peux la télécharger, car elle est indépendante du reste. Si, admettons, elle est modifiée par une version que je pourrais faire maintenant, à 13h30, je pourrais télécharger cette ancienne. Mais il faut savoir que pour des fichiers qui, admettons, sont édités plusieurs fois par jour, nous, on va garder 100 sauvegardes, 100 jours virtuellement ou 100 versions de fichiers. Et au-delà, on va commencer à nettoyer les plus anciennes. Mais vous pouvez dire, aucun drive, non, moi la version de 8h56, c'est mon chef-d'œuvre personnel, je veux pas qu'on la retouche, et vous avez une option, conserver indéfiniment. Ça va faire apparaître un petit signe d'infini à droite du document. Et ça veut dire qu'admettons, dans 6 mois, il pourrait y avoir 200 modifications, on pourra avoir dépassé le nombre maximum de 100 versions sur un fichier, mais celle-ci, elle ne bougera pas, elle sera gardée à vie en fait, tant que le document vivra en fait au sein du drive, il restera cette version de 8h56. Et quand on sort de ces versions, on a juste le fichier. Donc vous n'avez pas à jongler de votre côté entre des versions de fichiers, à savoir lequel est le plus récent. Le drive vous prendra de toute manière le plus récent, mais vous avez toujours ce filet de sauvetage où vous pouvez revenir à une version précédente en cas de besoin, en cas de pépin. Au niveau de l'interface, on a plusieurs options, dont une qui est extrêmement importante, c'est l'import de données externes. On se rend compte aujourd'hui que forcément, au fil des années, au fil aussi d'achat d'appareils, je pense au PC Windows avec OneDrive, Android avec Google Drive et Apple avec iCloud, que chacun de vous, en fait, vous avez déjà des systèmes cloud. Et nous, aussi belle la plateforme soit-elle, aussi indépendante et efficace soit-elle, on sait que déménager ces données, c'est toujours compliqué. C'est toujours le casse-tête. Déjà, parfois on s'y retrouve pas avec des clés USB. Alors si c'est des choses au niveau de plusieurs serveurs, avec plusieurs services, ça peut devenir compliqué. C'est pour ça que nos ingénieurs, ils ont travaillé très fort sur la fonctionnalité d'import de données externes. Comment ça se passe ? Nous, on a fait un outil où vous pouvez mettre quel type de prestataire vous avez actuellement, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Nextcloud, ou autrement, même peut-être un cloud peut-être inconnu. Vous pouvez vous identifier. Si, admettons, là j'appuie sur Google, ça va me demander de m'identifier chez Google, et vous pouvez après choisir, au niveau de votre drive, par exemple prendre la racine, et il va venir aspirer les données qui se trouvent chez ce prestataire externe et les mettre au sein du K-Drive. Donc ça vous enlève tout le souci de devoir exporter vos données manuellement, de devoir faire des glisser-déposer. Et la magie en fait dans cet outil, c'est que quand vous lancez l'import de données, vous pouvez arrêter votre ordinateur, c'est Infomania qui s'en occupe. Ça veut dire qu'admettons, vous avez un Google Drive, un OneDrive de 600 Go, voire même de 2 Tera, ça arrive souvent aujourd'hui. Vous lancez l'import,
vous le fermez, nous on vous envoie un mail quand c'est terminé, quand vous revenez, tout le contenu se trouve au niveau de la racine ou dans le dossier que vous aurez sélectionné sur la WebView. Du coup, on enlève toute la friction qui pourrait être là au moment d'une exportation ou au moment d'une migration de données. Et ça rend vraiment le processus assez transparent. À noter que notre outil d'import est suffisamment perfectionné pour, si admettons vous avez des documents Google Doc, de vous les convertir en amont au format DocX, parce que nous on utilise le format DocX pour vraiment vous assurer une compatibilité partout, en tout temps. Du coup, c'est vraiment notre outil qui va s'en occuper. Au niveau des options après qu'on a ici, on a une fonctionnalité qui s'appelle la boîte de dépôt, qui est aussi une fonctionnalité standard pour K-Drive. Qu'est-ce que la boîte de dépôt ? Cas assez typique, j'organise un événement, tous mes amis prennent des photos, et j'aimerais qu'ils aient un endroit centralisé sûr pour les déposer, mais j'ai pas pour autant envie de leur donner accès à mon drive. Je vais pouvoir créer un dossier, qu'on appelle du coup boîte de dépôt, je vais le nommer test, ici, et du coup c'est un dossier où je vais pouvoir donner le lien de partage de ce dossier en question, et les gens qui y auront accès, à qui j'aurai donné accès, ne verront en fait qu'une page « Bonjour, je vous ai invité à déposer des documents ». Mais du coup, ça fonctionne que d'un seul côté. Ça veut dire qu'eux, ils peuvent poser des documents. Une fois qu'ils ont posé les documents, la page se remet à zéro. Ils ne peuvent pas voir ce qui se trouve au niveau du drive en amont. Ils ne peuvent pas avoir d'informations personnelles. Ils ne peuvent pas voir non plus ce que les autres ont mis dedans. C'est vraiment une boîte. Ils déposent les documents, la boîte se referme. Alors, du coup, au niveau des options pour la boîte de dépôt, vous pouvez notifier quand quelqu'un vous dépose des fichiers. C'est assez utile. Comme ça, vous savez, quand quelqu'un vous dit « Ah, j'ai posé des fichiers dans la boîte de dépôt », peut-être qu'il n'a pas besoin de vous prévenir, vous recevrez un mail. Vous pouvez protéger de nouveau avec un mot de passe, vous pouvez ajouter une date d'expiration. Fonctionnalité très intéressante, vous pouvez limiter l'espace de stockage. On a eu le cas, justement, c'était un client qui nous l'avait rapporté, c'était quelqu'un de sa famille qui s'en sortait pas très bien avec l'informatique, qui a déposé un fichier de 200 Go, à la place d'un fichier bien plus léger. Alors déjà, ça a pris longtemps, parce que la connexion n'était pas top, mais du coup, ça a pris beaucoup de place au niveau du drive. Vous, pour vous protéger de ça en amont, vous pouvez très bien dire, bon, moi je m'attends à des photos qui vont peser quelques mégaoctets, voire quelques gigaoctets. Si tout à coup, la personne essaie d'uploader quelque chose de 50 gigas, peut-être lui faire un message d'erreur. Et là, admettons, du coup, je vais créer le lien. Du coup, je prends le lien ici. Je peux aussi l'envoyer par mail, hein. Ça simplifie le processus, pas besoin d'ouvrir votre client mail ou autre chose. Vous pouvez le faire directement depuis ici. Et si j'ouvre un onglet de navigation privé pour simuler une connexion depuis un ordinateur tiers, on se retrouve sur cette page qui du coup annonce le fait que je me suis invité moi-même à importer des documents. Hop, glisser déposer, ici, je peux mettre mon nom prénom, histoire de pouvoir authentifier, on va dire, un peu la demande. Et là, je peux transférer le document en question. Merci, votre fichier a été importé avec succès. Ça s'arrête là. Au niveau de l'option et de la fonctionnalité corbeille, un fichier qui est mis dans la corbeille au niveau du drive, à noter qu'on supporte le drag and drop sur l'interface web, le fichier va se retrouver dans la corbeille, et tant que l'utilisateur ne décide pas de vider la corbeille, il n'y a rien qui se passe. Nous, c'est vraiment un filet de sécurité qu'on a mis pour l'utilisateur. C'est que l'utilisateur, si admettons il veut vraiment supprimer un document, il doit se connecter sur la WebView, il doit aller dans la corbeille et appuyer sur le bouton « Vider la corbeille ». On n'a pas de suppression automatique, on n'a pas de suppression après X jours, comme beaucoup d'autres services. Nous, on laisse ça tel quel. Si le client, l'utilisateur, se dit « Bon, maintenant j'ai besoin de faire de la place », il peut le faire, mais sinon, ça ne bougera pas. Et depuis la corbeille, admettons, je veux remettre mon fichier Voyage 2022 à l'endroit où il était, je pourrais faire un drag and drop, mais ce serait trop facile. On a implémenté une fonctionnalité qui s'appelle Restaurer dedans. Admettons, ça arrive souvent, il y a un collaborateur qui peut-être fait une erreur, met plein de choses dans la corbeille et a remplacé par des versions plus récentes. On ne sait pas ce qui est le plus neuf, on ne sait pas vraiment ce qu'il a fait. Dans l'immédiat, le plus important, c'est de s'assurer que les fichiers sont sortis de la corbeille. Et là, vous pouvez restaurer le fichier dans un endroit spécifique. Vous pouvez le restaurer dans un autre dossier ou dans un dossier temporaire que vous aurez créé. On a également la fonctionnalité restaurer à l'emplacement d'origine. Admettons, j'aurais supprimé une centaine de choses que j'aurais pas dû supprimer. En appuyant sur ce bouton, l'élément, il est restauré. Il repart de là où il est venu et je peux de nouveau l'ouvrir comme si de rien n'était. Et cette capacité en fait à revenir en arrière,
nous permet en fait, en cas de pépin, de toujours avoir un filet de sécurité, parce que supprimer les fichiers, c'est une chose, parce que du coup, les fichiers qui sont ici, si ce fichier voyage 2022, je le mets dans la corbeille de mon Macintosh ou de mon PC, il va apparaître après dans la corbeille. Mais si, admettons, je vide la corbeille du Mac ou du PC, il va quand même rester dans la corbeille. Donc ça veut dire que même si en local, vous avez fait une grosse bêtise et vous dites « mince, j'espère qu'Infomaniac a prévu le coup », bah rassurez-vous, on a prévu le coup. On a cette fonctionnalité corbeille où, sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit, nous, on garde les documents en sécurité. Et je me permets d'ajouter un complément. En termes d'infrastructure derrière, tout ce que vous stockez sur K-Drive est stocké sur au moins 3 supports physiques dans 2 data centers différents, ce qui fait que vos données sont vraiment sécurisées à double tour. Et chez Infomaniac, on a vraiment axé un aspect technique au niveau de la sécurité. Ça veut dire que si, on l'a vu avec la corbeille, si vous faites une bêtise ou s'il y a un incident qui arrive, on est là. Si tout à coup vous devez avoir un problème technique, une machine entière qu'on vous vole avec le drive, vous pouvez restaurer l'ensemble de vos données. Et surtout, un point qu'on voulait aborder, c'est la sécurité des données en ligne. Il faut savoir que les données, quand elles ne sont pas, on va dire, en usage, donc admettons là mon fichier voyage 2022 apparaît listé au niveau de l'interface, il n'est pas en activité. Il faut savoir que les fichiers au repos sur le drive sont chiffrés. Donc ça veut dire que quand vous avez cette vue-là, ou admettons vous fermez l'onglet du drive, vos fichiers, en plus d'être chez Infomaniac sur 3 supports différents, ils sont encore en plus chiffrés. Il faut savoir que c'est un chiffrement de type AES 256, pour être extrêmement précis, et avec une clé spécifique par document. C'est, je n'ai pas envie de dire du jamais vu, mais c'est du vraiment très 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 solide pour une solution qui se veut grand public. Et c'est là où, moi personnellement, je suis un peu tombé amoureux du produit. C'est qu'il y a une interface qui est extrêmement facile d'usage. On peut faire des drag and drop, on peut éditer des documents Office, des documents Word d'une manière parfaitement transparente. Et en arrière-plan, il y a une sécurité extrêmement solide dont beaucoup de spécialistes informatiques rêveraient d'avoir et qui est du coup faite d'une manière parfaitement transparente pour l'utilisateur. Il y a un point important qu'on n'a pas encore abordé. Maintenant, si tu es le responsable technique d'une petite PME, comment est-ce que tu gères tes utilisateurs et leurs droits ? Juste, et c'est un très bon point. Au niveau de l'interface, on a du coup cette dernière option qui s'appelle accéder au tableau de bord. Quand vous allez au niveau du tableau de bord, vous allez être accueilli par cette page, ici. Cette page, elle va reprendre au niveau du contenu. Alors, quand je dis contenu, c'est autant utilisateur que stockage. Elle va reprendre les informations basiques. Donc là, on peut voir que j'ai un drive de 3 teraoctets sur lequel ne sont utilisés que 5,6 mégaoctets et que j'ai 6 utilisateurs à ma disposition. Donc là, c'est un drive de type team, donc jusqu'à 6 utilisateurs, et 6 utilisateurs inclus. Et là, actuellement, j'ai 2 collègues, en plus de moi-même, qui sont au niveau du drive. Pour chacune des personnes qui se trouvent au niveau du drive, donc qui a été ajoutée dessus, je peux gérer ces droits d'une manière vraiment spécifique. Donc là, admettons, Thomas, tu es au niveau du drive qu'on utilise aujourd'hui. J'ai plusieurs options. Je peux voir déjà l'utilisateur, donc je peux voir ne serait-ce qu'un résumé de ton profil. Donc je peux voir où est-ce que tu t'es connecté la dernière fois, sur quel type de machine. Ça, au sein d'une entreprise, c'est souvent des fonctions extrêmement utiles pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus, pour s'assurer aussi que peut-être il n'y a pas de connexion frauduleuse de la part d'endroits ou de machines peut-être un peu suspectes. Et surtout, au niveau de la sécurité, j'ai une petite icône ici qui me précise si tu as activé la double authentification ou pas. Je te remercie, tu l'as activé. Mais du coup, pour tout ce qui est des administrateurs en entreprise, on a toujours le même casse-tête, c'est s'assurer que tous les employés ont activé la double authentification, parce que, faut le dire, la double authentification aujourd'hui est un peu devenue obligatoire, surtout avec le nombre de mots de passe qu'on a, les possibilités de fuite ou autres sur des services peut-être pas forcément fiables, et dans beaucoup de cas, on doit croire la personne sur parole si elle a activé ou pas la 2FA, alors qu'ici on a vraiment un résumé. Parce qu'on part du principe que si ces personnes doivent avoir accès aux données, autant que vous, administrateur du drive, puissiez savoir si ces personnes prennent en fait les mesures nécessaires pour vous protéger vous-même et se protéger surtout elles. Au niveau des options, après,
je peux te modifier les droits. Là, aujourd'hui, tu as un accès complet, donc tu peux voir absolument tout au niveau du drive, tu peux gérer la corbeille, tu peux faire des partages, tu peux rajouter d'autres personnes, mais je peux changer ça avec un accès limité. Ça veut dire, admettons, vous êtes administrateur et vous avez un stagiaire ou une nouvelle personne qui rejoint votre organisation, ou dans le cadre familial, un enfant, admettons, vous pouvez lui donner accès. Donc il pourra voir l'interface d'une manière classique, il pourra charger la WebView. Par contre, il n'aura pas des droits au niveau de la gestion de fichiers. Il ne pourra pas gérer les partages. C'est vous vraiment qui gardez une main à ce niveau-là. À savoir que l'accès limité, de base, permet le partage de fichiers et de dossiers, mais vous pouvez désactiver cette option spécifique. Sur cette page toujours, qui est assez chargée, on peut créer un rapport d'activité. Ça, c'est extrêmement important en entreprise. Et ce rapport d'activité, il vient avec la fonction statistique qu'on a inclus au niveau du drive et qui est extrêmement utile, typiquement dans l'environnement de l'entreprise. Vous pouvez voir depuis la création de votre drive, peu importe que ce soit dans 6 mois, 6 ans, j'espère 60 ans, mais toutes ces informations en fait sont collectées sur votre drive en privé. C'est extrêmement utile quand, admettons, vous avez un dossier qui a changé d'endroit, vous posez la question avec votre équipe, évidemment, personne ne l'a fait. Vous pouvez voir sur cette page ici, vous pouvez prendre une date. Admettons, on peut prendre la date de ces 7 derniers jours, et je peux filtrer le type d'action qui a été fait et par qui. Admettons, Thomas, peut-être ai-je l'idée que tu as déplacé un document ou autre chose. Je peux sélectionner ton utilisateur et voir les actions spécifiques que tu as fait au niveau d'un drive. Donc admettons, si tu as déplacé un fichier dans la corbeille, je peux voir au niveau de l'interface ce que tu as fait à ce niveau-là. Et ça, c'est extrêmement important. Et grâce à cette page de l'historique des actions, vous, en tant qu'administrateur, vous avez vraiment fait une main de maître au niveau du drive, et surtout une transparence totale, parce que vous pouvez voir qui a fait quoi, où, quand et comment. Dernière chose, le rapport d'activité, c'est une fonctionnalité dont on est très fier. Dans l'usage en entreprise, si vous avez besoin d'extraire les données d'un utilisateur spécifique, je vais prendre moi-même par exemple, j'aimerais voir tout ce que j'ai fait au niveau de mon drive pour en créer peut-être un rapport à donner à une personne tierce ou un département tiers, je peux créer ce document. En fait, lui-même va me créer un fichier XLSX que je peux ouvrir sur LibreOffice dans le Drive ou donner à une collègue avec Microsoft Excel qui va regrouper toutes les actions que j'ai pu faire en tant qu'utilisateur depuis l'achat même du Drive. J'ai une question par rapport à ces utilisateurs. Quelle est la différence entre partager des dossiers à un utilisateur du Drive et partager un lien public en fait? La question qui se cache là derrière, c'est à quel stade est-ce que je dois partir sur un plan qui est team ou pro plutôt qu'un compte solo? C'est une excellente question. Nous, en fait, au niveau du partage, si vous ajoutez un utilisateur, donc là, toi-même et moi-même qui sommes utilisateurs au niveau du Drive, le fait d'ajouter quelqu'un au K-Drive donne accès au K-Drive dans sa forme application desktop et application mobile. Ça donne accès à la personne à une interface où lui va pouvoir voir ce qui a été partagé avec lui, et lui aussi, possiblement, il va pouvoir mettre des documents. Alors qu'un simple lien de partage va permettre à la personne de consulter le document sur un navigateur internet, mais ne donnera pas accès aux applications. Ça veut dire qu'elle, avec un lien de partage tout à fait classique, elle va pouvoir, on va dire, son champ d'action se limite au niveau du navigateur et de la visionneuse de base. Donc cette personne ne pourra pas synchroniser les fichiers sur son ordinateur, et elle ne pourra pas non plus y accéder depuis une application mobile. Exactement. Elle sera toujours obligée, en fait, pour accéder à ce document, de cliquer sur le lien qui va lui ouvrir son navigateur internet. Alors que si, admettons, cette personne était utilisatrice du Drive, elle pourrait ouvrir son application sur laquelle elle peut se connecter, ce qui n'est pas le cas avec un simple lien de partage. Elle pourrait gérer le fichier, peut-être pourquoi pas le partager encore après avec des collègues. Là, on se retrouve devant un peu un récapitulatif de toutes les fonctionnalités qu'on a vues. C'est peut-être important de préciser aussi que le trafic, il est illimité. Et puis, comme le soulignait Adrien, qu'on a un chiffrement natif côté serveur. Et quelque chose qu'on n'a pas abordé dans la synchronisation, c'est que il y a beaucoup d'ordinateurs aujourd'hui qui ont que 125 Go ou 256 Go d'espace de stockage
Et par conséquent, les gens se retrouvent très rapidement avec de l'espace qui est complètement saturé. Et l'application desktop de synchronisation permet de synchroniser à la demande. Ça s'appelle LightSync. Et ça permet de voir tous les fichiers qui sont stockés sur K-Drive depuis son explorateur de fichiers Windows ou le Finder sur macOS. Et c'est qu'au moment où on va ouvrir un fichier, que l'agent de synchronisation va effectivement récupérer la totalité du fichier. Et au moment où vous fermez le fichier va se téléverser sur K-Drive et libérer l'espace de stockage sur l'ordinateur. Et ça permet d'avoir 2 Tera, 3 Tera, 6 Tera dans le cloud et de garder son disque dur, son disque SSD sur son périphérique complètement disponible pour télécharger des applications, des jeux vidéo ou d'autres contenus. K-Drive, c'est un produit qui évolue en permanence. On est aussi très à l'écoute des utilisateurs. Dans l'interface, on a un bouton feedback qui permet à tout le monde de mettre en fait des suggestions, des demandes, pour que ça nous puisse permettre de voir quelles sont les fonctionnalités les plus attendues, les plus demandées, et ça va clairement influencer notre roadmap.